Alors aujourd'hui je vais faire quelque chose de très différent de ce que je fais d'habitude. Je vais faire une vidéo réaction où je vais commenter des petites vidéos sur Instagram dans le domaine de la santé. Alors ça va être une vidéo critique en fait, je vais critiquer ce que disent ces influenceurs Instagram. Alors j'ai sélectionné 7 vidéos qu'on m'a envoyées sur le domaine de la santé. C'est des domaines que je maîtrise assez puisque j'ai fait des vidéos longues sur ma chaîne sur ces sujets-là. Je vais commenter ces vidéos du moins pire au pire. Alors moins pire, on s'entend, je vais pas faire non plus de la critique gratuite, hein, c'est pas mon style si vous me connaissez un peu. Les premières vidéos, je vais juste les commenter en expliquant pourquoi je suis d'accord ou pas d'accord, mais les 2 dernières vidéos que je vais commenter, c'est vraiment des champions. Vraiment, j'ai beaucoup de mal à les regarder, mais je garde donc le meilleur pour la fin. Donc ce nouveau format, c'est quelque chose que je veux faire pour histoire de faire quelque chose de plus léger sur ma chaîne. C'est vrai que la plupart de mes vidéos, c'est des vidéos longues sur des sujets compliqués, sur des analyses d'études scientifiques. Donc là, je voudrais faire un nouveau format un peu plus léger. Et donc vous me direz si ça vous plaît, si je continue ou pas. Donc je verrai selon vos réactions et vos retours et vos commentaires sous cette vidéo. Alors on commence avec cette petite vidéo où on nous dit « Le poisson en conserve, c'est sain ». Non. Donc ce qu'il nous dit, Dave Nature, il nous dit, apparemment je dois le préciser, c'est évidemment meilleur qu'un McDo, mais il y a bien plus sain quand même. Je t'explique, les poissons conserves sont surcuits dans le métal, en l'occurrence l'aluminium, qui se retrouve donc dans le poisson, comme s'il n'était pas déjà bien imbibé aux métaux lourds. En plus de ça, les conserves contiennent un revêtement plastique à l'intérieur qui permet d'assurer une étanchéité optimale, mais tu te rends bien compte que ça se libère avec le chauffage, etc. Il parle des microplastiques, etc. Donc ça tombe bien, parce que j'ai fait une vidéo récemment sur ce sujet. Cette vidéo elle est là, c'est ma vidéo sur les conserves de poissons, est-ce que c'est bien ou pas bien, et notamment j'oriente cette vidéo par rapport à la vitamine D, à ce qu'on peut obtenir de la vitamine D notamment et des oméga 3 en consommant des boîtes de conserve. Donc en fait, toutes les choses qu'il aborde ici, j'en parle dans ma vidéo et j'explique, étude à l'appui, pourquoi c'est bon ou pas et qu'est-ce qu'on trouve réellement dans les boîtes de conserve ou pas. Donc déjà, dans son premier paragraphe, je suis plutôt bien d'accord. Donc en fait, moi, ma position, allez voir ma vidéo longue hein, sur le sujet pour plus d'infos, mais ma position c'est effectivement que les poissons en conserve, on peut trouver plus sain, on est d'accord. Et c'est ce que je dis, je répète plusieurs fois dans ma vidéo, je dis que les poissons en conserve, ça reste moins bon que les poissons cuits à la maison et moins bon que les poissons crus type tartare, et après évidemment il faut chercher la qualité aussi au-delà du type de cuisson. Alors les poissons sont cuits dans le métal, oui, mais justement il nous dit juste après, il y a un revêtement plastique dans les conserves qui fait que justement ça protège l'intérieur de la conserve des métaux de la conserve. Donc c'est pas aussi tranché que ce qu'il dit. On peut retrouver du métal dans le poisson en conserve, mais au final le problème, comme je l'explique dans ma vidéo, c'est plus les revêtements plastiques qui vont se retrouver dans le poisson que vraiment du métal. Après, il peut y avoir effectivement un peu d'aluminium. Après, ça dépend quel type de conserve, hein, parce qu'elles sont pas toutes égales à ce niveau-là. Notamment, le pire, c'est tout ce qui est en canette, les canettes de boissons. Ça, on voit dans les études que effectivement, il y a pas mal d'aluminium qui peut se retrouver dans la boisson. Mais pour revenir sur ce sujet de l'aluminium, alors justement, j'en avais parlé dans une de mes vidéos. C'était ma vidéo sur les bouillons d'os, où on entend ces derniers temps que les bouillons d'os sont contaminés au plomb et en aluminium, et que du coup, c'est mauvais pour la santé de consommer des bouillons d'os. Alors, là encore une fois, je vous renvoie vers cette vidéo si vous voulez la voir plus en détail, je mettrai les liens sous cette vidéo. Mais donc, en ce qui concerne l'aluminium, ce que j'explique bien dans cette vidéo, c'est ce que je dis dans cette étude ici. Lorsqu'absorbé par voie orale, l'aluminium n'est que très peu absorbé dans le sang. Seulement environ 0,1% de l'aluminium ingéré par voie orale est absorbé par le tractus gastro-intestinal et est rendu biodisponible. Cette même étude, par contre, montre que le plus problématique, c'est l'aluminium dans les injections. Après l'injection, les sels d'aluminium deviennent disponibles de manière systémique. Donc bien évidemment, le mieux c'est d'éviter toutes sortes d'aluminium, que ce soit dans la nourriture, dans les ou par d'autres voies. Mais avant de s'affoler pour l'aluminium qu'on retrouve dans notre nourriture, moi je voudrais qu'on s'affole surtout pour l'aluminium qu'on trouve dans les qui est la première source de contamination en aluminium et autres poisons avant n'importe quel autre. Voilà, donc ça c'était un point. Après, en ce qui concerne, comme je disais, le plastique intérieur, j'en parle dans ma vidéo, effectivement, après ça dépend du type d'aliments que vous trouvez dans la boîte de conserve. Plus c'est gras, plus on va avoir effectivement du BPA par exemple
qui va se retrouver dans le poisson. Les microplastiques, c'est pareil, j'en parle. De toute façon, les microplastiques, on en trouve que ce soit dans les poissons frais ou dans les poissons en conserve ou autre, malheureusement, mais voilà, c'est pas particulier aux poissons en conserve. Et puis après, voilà, il dit, j'insiste, une boîte de sardines sera toujours meilleure qu'un McDo, mais on peut faire mieux. Bon, voilà, on est d'accord. En gros, on est d'accord. Moi, je conseille quand même les poissons en conserve pour des cas précis, notamment, je l'explique dans ma vidéo, pour un apport en vitamine D en hiver, avec le foie de morue en conserve. Moi, c'est surtout le foie de morue en conserve qui m'intéresse beaucoup plus que les autres poissons en conserve. Mais voilà, pour plus de détails, allez voir ma vidéo sur ce sujet, je mets le lien sous cette vidéo. Maintenant, on passe à la suivante. Donc ici, on va écouter cette vidéo. Irritable existe-t-il? Non, il n'existe pas. Il est plusieurs pathologies. L'alimentation est-elle le principal facteur de guérison des troubles digestifs? Non. L'alimentation sert à quoi? Dans le cas des troubles digestifs, elle sert à diminuer les symptômes, mais pas les causes. C'est quoi les causes? Une dysrégulation du système nerveux, des problématiques hormonales, des problématiques immunitaires. Alors, je la trouve intéressante cette petite vidéo, parce que on pourrait croire que je vais m'offusquer à tout ce qu'il répond, mais en fait je suis plutôt d'accord avec lui. Donc première question, le syndrome de l'intestin irritable existe-t-il? Et lui, il répond non, il n'existe pas, il est plusieurs pathologies. Oui, je suis plutôt d'accord, le syndrome de l'intestin irritable, en fait c'est juste une étiquette que les médecins vous mettent, histoire de vous faire un diagnostic et voilà, comme ça tout le monde est content, vous avez votre étiquette et puis voilà. Moi c'est quelque chose dont je parle beaucoup dans mes vidéos, que je suis contre ce système d'étiquette parce que une fois qu'on vous met une étiquette, ça sous-entend que vous l'avez à vie et que vous êtes foutu et que vous êtes obligé d'accepter ça et que c'est comme ça pour le reste de votre vie. Donc évidemment, moi je suis pas d'accord avec la plupart de ces étiquettes. Moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont guérissables. Et donc en ce qui concerne l'intestin irritable, voilà, c'est une étiquette. Ça veut dire quoi? Que vous avez l'intestin irrité. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'aller voir un médecin pour qu'il vous dise que vous avez l'intestin irrité quand vous allez le voir en lui disant j'ai mal aux intestins? C'est comme ce jargon médical où on vous sort un mot en latin pour décrire exactement ce que vous venez de décrire au médecin. J'ai mal à l'estomac, vous avez une gastrite. Gastrite, ça veut dire inflammation de. Donc vous avez une inflammation de l'estomac, ça veut dire une irritation de l'estomac. Évidemment, vous avez mal à l'estomac, vous avez mal aux intestins, vous avez une gastro-entérite, une irritation de l'estomac et des intestins. Bon, vous êtes bien avancé, en fait, il vous dit la même chose. Vous avez la main qui démange avec un prurite, avec des boutons, avec voilà, une inflammation de la peau. Vous allez voir le médecin en lui disant voilà, j'ai la peau inflammée à ce niveau-là, qu'est-ce que c'est? Et il vous dit vous avez une dermite. Dermite, ça veut dire inflammation de la peau. Bon, merci, mais vous venez de le dire vous-même, c'est juste que lui, il utilise d'autres mots pour le dire. Donc voilà, par rapport à ces étiquettes, voilà, je suis assez d'accord avec lui, ça veut pas vraiment dire quoi que ce soit. Après, il faut un peu plus cibler les choses pour justement comprendre à quoi on a affaire. Ensuite, l'alimentation est-elle le principal facteur de guérison des troubles digestifs? Et il dit non. Alors là, je suis d'accord et pas d'accord parce que ça dépend beaucoup des gens. Il y a beaucoup de gens qui développent des soucis digestifs à cause de l'alimentation. Franchement, ça on peut pas le nier quand même. On vit dans une société où on mange n'importe quoi. Les produits transformés, c'est un vrai problème. Les produits chimiques dans notre alimentation, c'est un vrai problème. Ce sont de véritables poisons qui nous abîment vraiment de l'intérieur. Dans ce cas-là, je suis pas trop d'accord avec ce qu'il dit. Oui, l'alimentation, évidemment, elle joue un grand rôle dans la santé. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des gens, la première chose qu'ils font quand ils sont malades, c'est de changer leur alimentation. Stopper tout ce qui est aliments transformés, arrêter le sucre, l'alcool, les stimulants et irritants du système digestif comme le café et le thé par exemple, voilà, entre autres choses. Donc je continue, l'alimentation sert à quoi? Dans le cas des troubles digestifs, elle sert à diminuer les symptômes mais pas les causes. C'est quoi les causes? Une dysrégulation du système nerveux, des problématiques hormonales, des problématiques immunitaires. Bon voilà, je suis assez d'accord avec lui sur ces points-là, mais encore une fois, pour moi, l'alimentation, c'est vraiment l'un des piliers de la santé. On peut pas dire l'inverse. Je veux dire, tout ce que vous mettez dans votre corps, c'est important. Si vous mettez de la merde dans votre corps, forcément, au bout d'un moment, vous finirez par avoir des soucis de santé. Vous mettez du sans-plomb dans le réservoir d'un moteur diesel, votre voiture va pouvoir rouler quelques kilomètres et puis après le moteur va plus fonctionner. C'est la même chose avec notre corps. Si vous donnez le mauvais carburant,
au bout d'un moment, ça va user vos organes et ça va vous causer des problèmes de santé. Donc ça, c'est clair et net. Après, je suis d'accord avec lui quand même en ce qui concerne le système nerveux. C'est vrai que la cause numéro 1 de beaucoup de soucis de santé modernes, c'est le stress, qu'il soit chronique ou aigu et qu'il soit émotionnel ou physique. Ça, j'en parle dans plusieurs vidéos. J'ai fait une vidéo spécifiquement sur ce sujet en ce qui concerne les problèmes d'estomac où j'explique pourquoi la cause numéro 1 des problèmes d'estomac, gastrite, reflux, ulcères, H. pylori, tout ça. Pourquoi la cause numéro 1 des problèmes d'estomac, c'est le stress. J'ai fait aussi une autre vidéo sur le même sujet en ce qui concerne les problèmes d'intestin. Au moment où je vais sortir cette vidéo, je ne sais pas si je l'aurai sortie ou si je la sortirai après, mais sachez que voilà, j'ai une vidéo sous le coude que j'ai déjà tournée, mais qu'il faut que je sorte, où j'explique en quoi le stress impacte physiquement, physiologiquement les intestins. Donc là, je suis d'accord avec lui. Le stress, c'est vraiment si ce n'est la première cause de beaucoup de problèmes de santé. Le système hormonal aussi qu'il évoque, c'est clair aussi, mais le système hormonal est lui-même régulé par ce que vous faites de votre corps. Ça rejoint le stress. Le stress peut perturber votre système hormonal et l'alimentation peut aussi perturber le système hormonal. Il suffit de voir encore une fois, selon ce que vous mangez. Si vous mangez non bio, des aliments bourrés de produits chimiques, de pesticides qui contiennent des métaux lourds, des perturbateurs endocriniens, selon ce que vous buvez aussi, s'il y a du plastique, du microplastique dans ce que vous buvez, dans ce que vous mangez, ça va changer votre système hormonal. Sans parler des aliments qui sont œstrogènes mimétiques par exemple. Voilà, bien sûr que l'alimentation va jouer aussi sur ces aspects-là. Donc c'est là où je suis pas vraiment d'accord avec lui. Bien sûr que l'alimentation c'est un facteur super important dans la santé. Alors vidéo suivante. Les compléments pour te soutenir dans ton burn-out: magnésium bisglycinate, complexe de vitamine B, L-tyrosine, oméga 3, ashwagandha, vitamine C, coenzyme Q10, mélatonine. Alors le burn-out, c'est quelque chose qui va impacter principalement. Bon, je suis naturopathe, donc vraiment, quand on regarde la santé, quand on regarde un problème de santé, en fait, on voit que ça impacte tout le corps et tous les systèmes du corps, mais on va dire en premier, ça va impacter le système nerveux, le système hormonal, et donc c'est ça qu'il faut d'abord soutenir quand on a un burn-out, donc il y a un stress extrême où le corps laisse tomber. Donc c'est quelque chose qui arrive généralement après des semaines, voire des mois de stress extrême où on n'a pas écouté son corps. Et donc dans ce cas-là, la première glande qu'il faut soutenir, c'est les surrénales. Mais en fait, comme je vous disais, on ne peut pas séparer une glande d'une autre quand on est en naturopathie. Voilà, on voit que tout s'imbrique, tous les organes fonctionnent les uns avec les autres, etc. Donc on ne peut pas vraiment compartimenter comme ils le font en médecine allopathique. Mais voilà, histoire de simplifier, je veux dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour soutenir les surrénales, le système hormonal dans son ensemble et le système nerveux. Alors lui, donc, il nous dit magnésium bisglycinate. Alors magnésium, je suis d'accord. En fait, les surrénales, elles ont besoin principalement de 3-4 choses, de 3-4 nutriments pour fonctionner au mieux. En numéro 1, la vitamine C. Il en parle d'ailleurs là, ici. Voilà, il le dit, soutien des glandes surrénales et réduction du stress oxydatif. Donc je suis d'accord avec lui sur la plupart de ce qu'il dit, sauf par rapport aux moyens qu'il propose. Moi, j'en propose d'autres. Mais donc la vitamine C, c'est en fait l'organe le plus riche en vitamine C du corps, c'est les surrénales. Et ça montre bien que pour fonctionner optimalement, les surrénales ont besoin d'énormément de vitamine C. Donc ça, effectivement, c'est numéro 1. Ensuite, parmi les autres nutriments dont les surrénales ont vraiment besoin pour faire face au stress et pour donc fonctionner correctement, ça va être le magnésium, donc effectivement il le dit là, et aussi en fait tous les minéraux qu'on retrouve qui vont soutenir le reste du système hormonal. Donc on a le zinc, on a le sélénium, on a l'iode, et c'est pour ça que moi, ce que je conseille quand il y a des burn-out, ou même idéalement avant d'en arriver au burn-out, c'est de consommer des aliments riches en toutes ces choses-là, le plus souvent possible, histoire justement d'éviter la fatigue surrénalienne. Donc pour revenir à ce qu'il raconte, donc magnésium, je suis d'accord, donc plutôt que magnésium bisglycinate, je vous renvoie vers mes vidéos où j'explique pourquoi je suis contre la prise de nutriments isolés. D'accord, donc moi je ne vais pas conseiller ces choses-là en général, ça peut m'arriver de les conseiller selon certaines situations, mais plutôt que du magnésium bisglycinate, moi je préfère le magnésium plus complet qui contient ces cofacteurs, donc comme par exemple le sel de Nigari ou du sel marin, mais voilà, qui ne contient pas qu'une seule forme de magnésium et qui ne contient pas que du magnésium, mais qui contient aussi d'autres minéraux
qui permettent au magnésium d'être mieux assimilé par le corps. Complexe de vitamine B, pareil, moi je vais pas conseiller des vitamines en gélule, je vais conseiller de manger du foie. Le foie, c'est vraiment le super aliment bourré de vitamine B. Dans le foie, il manque peut-être un peu de vitamine B1 comparé aux autres vitamines B. La vitamine B1, vous la trouvez dans le son des céréales principalement, mais en fait, la chose numéro 1 à faire pour ne pas être carencé en vitamine B1, c'est d'arrêter le sucre. En fait, les carences qu'on peut avoir dans notre monde moderne, c'est plus dû à un excès de choses qu'à vraiment un manque dans notre alimentation. Ça va être un excès de sucre qui cause des carences, et notamment en vitamine B1, en magnésium, entre autres choses, et entre autres vitamines B. Donc à la limite, pour avoir le plus de vitamine B naturellement, le mieux c'est d'arrêter le sucre et tout ce qui est céréales raffinées et alcool. Mais sinon, voilà, un super aliment super concentré en vitamine B, ça va être le foie. La L-tyrosine, bon, ça c'est un acide aminé qu'on trouve dans tous les produits animaux, particulièrement dans les œufs et les poissons. Donc moi, j'aurais plus tendance à vous dire concentrez-vous là-dessus. Par contre, c'est vrai que ça peut m'arriver de conseiller la L-tyrosine de façon isolée pour soutenir en particulier la thyroïde, et effectivement, ça soutient les glandes surrénales. Donc de toute façon, moi, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, je fais pas vraiment de différence entre les différentes glandes endocrines parce que tout le système hormonal fonctionne ensemble. Donc ce qui va soutenir les glandes surrénales va soutenir la thyroïde, qui va soutenir le pancréas, qui va soutenir les ovaires ou les testicules, pour simplifier. Donc la L-tyrosine, voilà, vous l'avez dans les produits animaux, mais comme je disais, ça peut m'arriver, selon cas particulier, de conseiller la L-tyrosine isolée pour un temps assez défini, histoire de rebooster un petit peu le corps et l'énergie. Les oméga 3, bon, ça m'arrive très rarement de les conseiller de façon isolée. Enfin, ça m'arrive jamais en fait. Mais pour les oméga 3, voilà, vous mangez des poissons gras. Et sinon, en concentré, vous pouvez consommer des gélules de krill, par exemple. L'ashwagandha, ça m'arrive souvent de le conseiller. Effectivement, c'est une plante adaptogène. Effectivement, quand il y a burn-out, surrénal à soutenir, ashwagandha, c'est la plante numéro 1 à laquelle on pense. Après, il y a toutes les autres plantes adaptogènes. Il y a la rhodiola, il y a le basilic sacré, il y en a l'éleutérocoque, il y en a beaucoup d'autres. J'en parle notamment dans ma vidéo où je donne des conseils sur comment passer l'automne et l'hiver. Je mettrai le lien aussi sous cette vidéo. La vitamine C, donc j'en ai déjà parlé. C'est vrai que c'est super intéressant, c'est super important pour les glandes surrénales, et pas que, bien sûr. Moi, je préfère conseiller la vitamine C sous forme naturelle là aussi, donc plutôt sous forme de poudre d'acérola sans additifs, ou alors sous forme de jus de légumes frais que vous faites à la maison à partir de légumes bien frais et bio, et le plus clean possible, évidemment. Coenzyme Q10, vous mangez du cœur. Voilà, c'est l'aliment qui est le plus riche en coenzyme Q10. Et encore une fois, le mieux, plutôt que de se supplémenter, c'est d'éliminer ce qui est pro-oxydant dans le corps. Comme je disais tout à l'heure, ça va être le sucre, tout ce qui est raffiné, l'alcool, etc. La mélatonine, pareil, c'est quelque chose que je conseille quasiment jamais de façon isolée. La mélatonine, elle est fabriquée dans le corps à partir de tryptophane. Le processus de transformation passe aussi par la sérotonine, donc ça va ensemble, sérotonine, mélatonine. La mélatonine, elle est fabriquée par la glande pinéale. Donc, c'est ces choses-là, c'est ces différentes choses-là qu'il faut voir par rapport à la mélatonine, plutôt que d'en prendre par voie externe. Prenez soin de votre glande pinéale. J'en parle dans ma vidéo sur le fluor, la toxicité du fluor. Donc, je mets le lien sous cette vidéo. Et puis, encore une fois, le tryptophane, on va en trouver dans tout ce qui est produits animaux, donc encore une fois, d'où l'importance de consommer des produits animaux. Dans les produits animaux, c'est vraiment la source numéro 1 pour un apport en tryptophane. Et sinon, pour le sommeil, en fait, le mieux, c'est de s'efforcer de vivre avec la lumière du jour, donc de s'exposer à la lumière du jour le matin au lever du soleil, et le soir au coucher du soleil. Moi, ce que je conseille vraiment, c'est de regarder le soleil, de faire du sun gazing, c'est-à-dire où on regarde fixement le soleil droit dans les yeux, comme je dis, le matin dans les 20 premières minutes du lever de soleil, et le soir dans les 20 dernières minutes du coucher de soleil. Ça n'abîme pas les yeux. Je l'ai fait pendant pas mal de temps. Puis après, évidemment, il y a l'activité physique, etc. Voilà. Ensuite, vidéo suivante. Alors, c'est en gros une végane qui nous dit que elle consomme que des glucides. Voilà, je pense, je la connais pas, hein, ça doit être un peu du style, elle conseille le high carb low fat. Donc voilà, elle dit qu'elle mange que des fruits et des flocons d'avoine avec du cacao, et puis elle mange des légumineuses. Voilà, bon, je pense qu'elle est effectivement végane. Bon, ça, j'ai un peu la flemme de vraiment commenter. J'ai fait plein de vidéos pour expliquer pourquoi je suis contre le véganisme. J'ai fait des vidéos notamment avec Jérémy de la chaîne Vitali TV, où on explique pourquoi la viande
est nécessaire pour la santé. Alors voilà, si vous mangez comme ça vegan ou frugivore pendant quelques semaines, quelques mois, vous allez vous sentir bien parce que votre corps, il se repose sur ses réserves de quand vous mangez de la viande. Mais non, le corps ne peut pas vivre sans produits animaux. En tout cas, peut pas vivre très longtemps. Il y en a qui arrivent à être vegan 10-11 ans, mais ils finissent toujours tous par arrêter. De toute façon, c'est la même chose avec tous les régimes extrêmes, que ce soit vegan ou carnivore. Tout le monde finit par abandonner au bout d'un moment parce que c'est antinaturel au possible. On est humain et on est fait pour manger omnivore. Voilà, donc pas que des fruits, pas que de la viande, pas que des légumes, mais un peu de tout ça. Le plus important, c'est de manger pas transformé et le plus proche de la nature possible. Et d'ailleurs, en parlant de fruits, les fruits qu'on a actuellement à notre disposition, c'est pas des fruits naturels. Tous les fruits qu'on mange, c'est des fruits qui ont été hybridés et qui sont beaucoup plus sucrés que les fruits qu'on trouve naturellement dans la nature, quoi. Il y a 1000 ans, vous aviez pas ces fruits pleins de sucre. Donc ça pose le problème d'être frugivore, ça pose le problème d'avoir beaucoup trop de sucre dans l'alimentation, et on sait à quel point le sucre est délétère. Je suis désolée, je vais pas préciser plus parce qu'encore une fois, j'ai plein de vidéos très longues sur le sujet, donc je vais pas aller plus loin là-dedans. Ici, c'est juste une vidéo commentaire. Mais voilà, je voulais juste aussi lire ça. Nous sommes à la base, voilà, des êtres, c'est ça que je voulais commenter, des êtres exotiques se nourrissant de fruits. Elle a pas l'air très exotique, elle est quand même bien blanche et blonde, probablement aux yeux bleus. Donc tes ancêtres, ils ne consommaient pas des fruits toute l'année. Tes ancêtres, dans les pays nordiques, s'ils consommaient des fruits en hiver, ils mouraient parce qu'il n'y en avait pas ou trop peu. D'accord ? Donc non, elle est censée manger des produits animaux, surtout en hiver. Bon, on passe à la suite. Alors ici, c'est l'extrême opposé, c'est une carnivore. Voilà, vous voyez son assiette, elle mange un gros steak, un gros pavé de saumon et du beurre comme ça à côté. Ouf, la digestion doit pas être facile avec cette quantité de gras. Donc comme je l'expliquais à l'instant, je suis ni pro-vegan, ni pro-carnivore. Moi, je suis pour une alimentation équilibrée, surtout une alimentation sans produits transformés. C'est ça la première chose à avoir. Moi, je conseille l'alimentation à la Weston Price. C'est une alimentation où on ne diabolise aucun type d'aliment, sauf les aliments transformés. Voilà. Donc, bon, là, en gros, elle dit qu'elle pue plus depuis qu'elle mange carnivore. Bon, je vais même pas commenter là-dessus. Les végans, ils disent pareil. Depuis que je mange vegan, j'ai plus d'odeur corporelle. Bon, ok. Moi, ce que je voulais surtout commenter, là, c'est cette façon de manger. Le beurre comme ça à la croque. Je veux dire, à la base, moi, je suis plus anti-vegan que anti-carnivore. Donc, j'ai eu pendant longtemps de la sympathie pour les carnivores. Puis j'en ai encore. Après, j'en ai aussi pour les véganes. En fait, le but de tout le monde, là où on se retrouve en commun, c'est qu'on cherche tous à améliorer notre santé. C'est juste qu'il y en a qui vont aller du côté vegan, d'autres du côté carnivore, d'autres du côté cétogène. Le but commun de tout le monde, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour notre santé. À part les véganes qui sont véganes juste pour les animaux et pas pour leur santé, ça c'est autre chose, mais voilà. La plupart des gens, quand ils changent leur alimentation, c'est pour la santé. C'est comme on le disait au tout début, quand on a des problèmes de santé, c'est la première chose qu'on fait, on cherche à améliorer notre alimentation. Bon, donc le régime carnivore, tout comme le régime vegan, peuvent aider pendant un certain temps, mais pourquoi ? Parce que vous arrêtez les produits transformés, les produits qui contiennent plein de produits chimiques. Donc forcément, ça va aller mieux. Et en ce qui concerne le régime carnivore, c'est surtout des anciens véganes qui vont se tourner vers le régime carnivore parce que psychologiquement, ce sont des gens qui ont besoin d'être dans les extrêmes. Donc ils passent d'un extrême à l'autre. Mais c'est clair que quand vous avez passé plusieurs années en régime vegan, vous avez tendance à vous gaver ensuite de produits animaux pour compenser parce que vous sentez que ça vous fait tellement de bien de remanger des produits animaux, ça fait tellement de bien au corps. Vous allez rattraper vos carences comme ça. Donc c'est vrai qu'on le voit souvent comme ça, des anciens véganes qui deviennent ensuite carnivores pour cette raison-là. J'en ai interviewé plusieurs sur ma chaîne YouTube. Je mettrai pareil les liens sous cette vidéo. Donc là où je critique le régime carnivore, c'est que pour moi, tous ces régimes extrêmes, ça peut être très positif quand vous le faites plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais au bout d'un certain temps, ils vont tous finir par causer problème. Et particulièrement cette histoire de manger du beurre comme ça à la croque et de se gaver de gras, enfin je veux dire là c'est déjà assez gras en tant que tel, entre la viande et le saumon qui est un poisson super gras, vous rajoutez du beurre par-dessus. Je sais même pas comment elle fait pour digérer ça. Bon, après, est-ce que c'est que pour la caméra qu'elle fait ça ou est-ce qu'elle mange vraiment comme ça ? J'espère pour elle qu'elle mange pas vraiment comme ça. Je sais qu'en régime cétogène, les gens peuvent avoir tendance à faire ça et à se gaver vraiment de gras. Au bout d'un moment, alors le gras, c'est le macronutriment le plus difficile à digérer chez tout le monde. Mais il suffit que vous ayez une petite faiblesse au niveau du foie ou du pancréas
foie, vésicule ou pancréas, ça va finir par vous rendre malade. Ça va finir par vous rendre malade. Sans parler que, bah oui, au niveau du cholestérol, bien sûr que au bout d'un moment, se gaver de gras, ça peut faire monter le cholestérol dans vos analyses sanguines. Après ça, je sais que c'est très discutable, hein, on peut en débattre. Pendant très longtemps, je niais le fait que le gras, la consommation de trop de gras pouvait augmenter le cholestérol sanguin, mais c'est une réalité. En fait, tout est une question de dosage. Se gaver de sucre, ça peut aussi et surtout augmenter le cholestérol sanguin, parce que le cholestérol, c'est une réponse du corps pour protéger les artères et les vaisseaux sanguins. Ce qui abîme le plus les artères et les vaisseaux sanguins, c'est le sucre, d'accord? Donc le cholestérol est d'abord causé par le sucre, mais si vous vous gavez de gras saturés, au bout d'un moment, ça va faire monter votre cholestérol également. Voilà. Vidéo suivante. Alors, bon, celle-là, j'ai pas réussi à la regarder en entier, mais je vais réessayer avec vous. Pourquoi je n'ai pas peur des pesticides avec tous les fruits et les légumes que je mange? Pourquoi est-ce que je ne mangerai pas de la viande et des œufs pour me préserver des pesticides? Alors, premièrement, je ne suis pas un petit insecte, donc les quantités de pesticides qu'il y a dans les fruits et légumes, qu'est-ce que ça peut me faire à moi? Quand je vous dis que j'ai eu du mal, enfin j'ai pas réussi à la regarder en entier, c'est parce que à chaque phrase qu'elle dit, je suis comme ça. C'est bon, c'est pas parce que t'es pas un insecte que ça va pas te faire de mal. Les insectes, ça va les tuer. Toi, ça va t'abîmer à petit feu. Ça ne me menace pas. Et je ne suis pas non plus un agriculteur, donc je ne suis pas exposée aux grandes quantités de pesticides. Il n'y a pas besoin de grandes quantités pour que ça te fasse du mal. Il y a besoin de petites quantités répétées, jour après jour, année après année. Qui manipulent, donc j'ai pas besoin de prendre des précautions comme les agriculteurs doivent le faire. Ensuite, pourquoi j'achète pas bio? En fait, en législation bio, des pesticides dits naturels sont autorisés. Et je peux vous fournir toute une liste. Il suffit de taper produits phytosanitaires bio et vous tomberez dessus. Je suis d'accord avec elle. Le bio, c'est pas parfait, mais ça reste mieux que le non bio. Et après, le mieux du mieux, c'est le sauvage, où vous allez faire votre cueillette vous-même, apprenez quelques plantes sauvages et allez faire votre cueillette dans des endroits clean, évidemment, pas à côté des champs, pas dans les villes non plus. Mais voilà, vous trouverez pas plus bio que ça, que d'aller faire votre cueillette vous-même ou d'avoir votre propre jardin où vous faites pousser vos légumes et diverses plantes où vous savez exactement ce que vous avez mis ou pas mis sur vos plantes. Bio ou pas bio, je m'en fiche un peu. Il faut savoir que dans les fruits et légumes, il y a déjà des pesticides naturellement présents qui sont là-dedans. Parce que les fruits et légumes, ils n'ont pas envie de se faire manger. Oui, il y a des antinutriments, évidemment. Bon, ça, j'en ai parlé aussi dans plusieurs vidéos. J'ai des vidéos sur les antinutriments où j'explique d'ailleurs que les antinutriments peuvent être nocifs ou bénéfiques selon ce qu'on regarde, hein, selon le but qu'on cherche. Ils peuvent avoir des effets thérapeutiques, les antinutriments. Mais comment tu veux comparer des antinutriments naturels à des pesticides chimiques? Ça n'a rien à voir. Notre corps est fait pour savoir gérer ce qui est naturel. Ce qui est chimique, c'est-à-dire entièrement fabriqué par l'homme, c'est quelque chose que notre corps ne va pas reconnaître et ne va pas savoir utiliser correctement, sauf exception. Des insectes, des vers ou d'autres animaux. Et un scoop pour vous peut-être. Une des plantes qui est la plus riche de pesticides naturellement, c'est le café. Il y a tellement de pesticides naturels dans le café qu'on peut considérer que... Je suis d'accord. C'est le café, justement, pourquoi ça donne ce côté boost? C'est parce que, justement, c'est toxique. Voilà, c'est vous buvez l'extrait toxique de la graine de café, donc ça donne ce côté boost, parce que ça suractive vos hormones du stress, en fait. C'est pas parce qu'il y a des plantes toxiques que les toxiques chimiques sont pareils ou moins mauvais, hein. J'ai fait toute une vidéo sur le café et la caféine, je vous mettrai le lien aussi sous cette vidéo. Le café est un pesticide. Et dans un fruit ou un légume qu'on achète dans le commerce, il faut savoir que 99,99% des pesticides présents dans ce fruit ou dans ce légume sont naturellement présents. Et la quantité ajoutée par l'humain est vraiment infime. Donc chipoter pour des pesticides, en tant que consommateur, ça sert à rien en fait. Surtout que le bio utilise aussi des pesticides. Bon, je sais pas combien de temps elle dure cette vidéo, mais en fait elle m'énerve tellement que, bon, encore une fois, j'ai pas réussi à regarder jusqu'au bout.
Alors il se trouve que j'ai fait une vidéo sur le glyphosate il y a quelques années, donc c'est cette vidéo-là, malheureusement elle a eu très peu de vues, pourtant elle est vraiment intéressante. Alors je dis pas ça parce que c'est ma vidéo, mais je commente une étude sur le glyphosate justement. Alors à l'époque je prononçais glyphosate parce que je venais d'Amérique latine et là-bas c'est comme ça qu'on le prononce. Je sais qu'il y a plein de gens qui se sont moqués de moi dans les commentaires de ma façon de prononcer glyphosate, donc maintenant je m'efforce de faire comme s'il y avait un Z, même si ça n'est pas naturel pour moi. Donc le glyphosate, ici je vais juste vous passer un court extrait de ma vidéo où j'explique en quoi c'est toxique. Le glyphosate, l'intoxication au glyphosate provoque une acidose lactique, ça c'est connu. Le glyphosate bloque l'activation de la vitamine D3 dans le foie. Le glyphosate cause l'hypothyroïdie parce que le glyphosate bloque l'absorption du sélénium dans les plantes. Ce qui fait que du coup nous on va absorber beaucoup moins de sélénium et le sélénium est essentiel pour tellement de choses dans le corps, c'est un antioxydant extrêmement important et donc il est essentiel notamment pour la bonne santé de la thyroïde. Et le glyphosate détruit les lactobacillus dans l'intestin qui transforme le sélénium non organique en sélénium organique biodisponible. Le glyphosate cause des cancers, comme on l'a vu tout à l'heure, notamment les cancers de la lymphe, du système lymphatique. En 2013, une étude sur le taux de glyphosate dans l'urine des Européens montrait que 44% des Européens contenaient des taux quantifiables de glyphosate. Et toutes les vaches au Danemark avaient du glyphosate dans leurs urines. Alors petite parenthèse que d'autres études ont été faites depuis, et maintenant on a tous du glyphosate dans nos urines, c'est formidable. Des études sur les reins en 2005 ont montré que le Roundup était encore plus toxique que le glyphosate. Donc le fameux débat qui a eu lieu en 2019 et peut-être avant en France, je sais pas, j'étais pas en France avant ça, mais sur l'interdiction du glyphosate en France. En fait, si vous voulez, c'est un peu un faux débat parce que, en gros, ce que les politiques disent, c'est on va interdire le glyphosate, mais on le fera quand on aura trouvé des produits qui pourront le remplacer. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'ils vont trouver des produits chimiques qui vont faire la même chose que le glyphosate. Donc ils vont interdire le glyphosate, mais ils vont le remplacer par des produits chimiques au moins aussi toxiques que le glyphosate. Et quand cette étude, sur les rats, ces études ont montré que le Roundup était encore plus toxique que le glyphosate, se concentrer juste sur une molécule, le glyphosate, c'est encore une fois se tromper de produit. Cause de l'utilisation massive de glyphosate sur les champs de soja OGM et au Paraguay des malformations de bébés, de femmes exposées au glyphosate pendant leur grossesse. Ces malformations, c'est principalement des anencéphalies, des microcéphalies, des becs de lièvre, des polydactylies. Alors anencéphalie, c'est quand il manque au bébé quasiment tout le cerveau en fait. Bon voilà, je vais pas vous mettre toute ma vidéo, mais dans cette vidéo, j'explique quelles sont les conséquences du glyphosate, entre autres produits chimiques, hein, comme je le disais juste avant là, dans la vidéo. C'est même pas une histoire de glyphosate. En fait, il se trouve qu'au final, le glyphosate, c'est même pas le plus toxique dans le pesticide Roundup. C'est toutes les autres molécules et le cocktail de toutes ces molécules. Donc on nous envoie, comme d'habitude, vers un faux débat où on nous fait croire que on va nous écouter et changer quelque chose. C'est un peu la même chose pour les BPA et autres plastiques, la contamination des plastiques. J'en parle dans ma vidéo sur les plastiques dans l'eau, où on nous fait tous regarder dans une direction, genre le BPA, vous inquiétez pas, il n'y a plus de BPA, mais à côté, il y a une dizaine, voire une centaine d'autres molécules aussi toxiques qui restent en fait dans les plastiques. C'est comme d'habitude, c'est un théâtre. Voilà, allez, le dernier pour la fin. Lui, il est dur. Hein. J'ai vraiment beaucoup de mal à le regarder. C'est lui qui vous dit que manger McDo, c'est super pour la santé, entre autres choses. Oh là là. Bon, alors, écoutons ce qu'il va dire. À comprendre comment c'était fait, vous allez comprendre comme moi, c'est du lait de vache demi écrémé, pasteurisé, fermenté, avec des ferments de kéfir. Alors, les ferments de kéfir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez de l'eau, du sucre, de la purée de fruits rouges, vous laissez macérer, vous attendez, vous recueillez un liquide à l'intérieur duquel vous aurez un micro-organisme, vous allez utiliser ce micro-organisme pour fermenter le lait et vous obtenez du kéfir de lait. Alors, est-ce que c'est intéressant? Oui, parce qu'il y a plein de souches différentes de probiotiques. On trouve Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosa, Lactis, etc., Streptococcus thermophilus. Donc ouais, c'est un produit intéressant, les kéfirs de fruits. Cherchez à comprendre comment c'était fait. Alors, je suis pas d'accord sur sa conclusion que le kéfir, c'est très bon pour la santé, mais ce mec, il a été mis en avant par la télé. C'est censé être un nutritionniste et le plus dramatique, c'est qu'il est suivi par des centaines de milliers de personnes, je crois, sur les réseaux. C'est juste horrible. Dites-moi si vous voulez que je commente peut-être d'autres vidéos de lui ou des extraits de lui, parce qu'il y a tellement à dire sur lui. Mais en même temps, j'ai peur de me faire un infarctus à force, parce que ça me... Bon bref, là, c'est pas la question. La question, c'est qu'il essaye d'expliquer c'est quoi le kéfir. Et là, il sait pas ce que c'est en fait. Donc pourquoi tu vas expliquer à des centaines de milliers de gens quelque chose que tu sais pas ce que c'est en fait? Il est en train d'essayer d'expliquer c'est quoi le kéfir en disant que le kéfir de lait c'est du kéfir de fruits. Alors que ça n'a rien à voir. Le kéfir du lait c'est du kéfir de lait. Quand il explique que le kéfir de lait c'est fait à partir... Alors je vous remets l'extrait.
Vous allez comprendre comme moi, c'est du lait de vache de Mie écrémé, pasteurisé. Donc là, ce qu'il est en train de regarder, c'est un kéfir de lait aromatisé aux fruits. Et du coup, lui, dans sa tête, il se dit, ah ben alors, fruits égale, c'est un kéfir de fruits en fait. C'est un kéfir de lait là que tu regardes. Avec des ferments de kéfir. Alors, qu'est-ce que c'est que des ferments de kéfir? Kéfir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez de l'eau, du sucre, de la purée de fruits rouges, vous laissez macérer, vous attendez, vous recueillez un liquide à l'intérieur duquel vous aurez un micro-organisme. Mais n'importe quoi, mais ça n'a rien à voir, mais le kéfir, c'est pas ça du tout. Le kéfir, c'est les petites boules, là, justement, qui montraient juste avant dans l'image. Mais c'est pas comme ça que ça se fait du kéfir. Justement, en fait, le kéfir, on sait pas vraiment d'où ça vient, quelle est son origine. C'est pas quelque chose que vous pouvez fabriquer à la maison, comme il le dit, en faisant fermenter des fruits. En faisant fermenter des fruits avec du sucre et de l'eau, vous allez obtenir des micro-organismes. Oui, mais pas du kéfir. Là, il dit n'importe quoi. Vous allez utiliser ce micro-organisme pour fermenter le lait. Mais pas du tout, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. C'est pas ça le kéfir. Et la différence entre le kéfir de lait et le kéfir de fruits, c'est justement que c'est des grains de kéfir différents qui n'ont pas exactement la même composition. En fait, les grains de kéfir, c'est un mélange de plein de micro-organismes qui vivent en symbiose et qui sont protégés par un biofilm, et c'est ce qui fait le côté gluant et le fait que ça reste en une boule ou plusieurs petites boules. C'est un mélange de plein de bactéries et de levures, voilà. Le kéfir, ça se donne, ça s'échange, ça se fabrique pas comme ça, comme il le dit, ça n'a rien à voir. Et le kéfir de lait va permettre de fermenter du lait, donc vous mettez vos grains de kéfir dans 1 litre de lait et ça fermente au bout de quelques jours. Vous filtrez, vous enlevez les grains de kéfir, vous les utilisez pour 1 autre litre de lait, puis vous buvez votre kéfir. Le kéfir de fruits, c'est d'autres grains de kéfir, vous mettez dans de l'eau avec du sucre et des fruits et vous laissez fermenter pendant quelques jours, pareil, et au bout d'un moment vous filtrez, vous enlevez vos grains de kéfir de fruits et vous les utilisez pour fermenter encore 1 autre litre d'eau avec des fruits et du sucre. Là, il est en train de tout confondre, il dit n'importe quoi. Vous obtenez du kéfir de lait. Alors, est-ce que c'est intéressant? Bon, après, ça pourrait être pire, hein. Là, ça va, il donne pas de conseils de santé. Et encore, sa conclusion, il dit que c'est intéressant. Oui, c'est intéressant, je suis d'accord avec lui. Par contre, on voit encore une fois qu'il sait pas de quoi il parle. Lactobacillus rhamnosa, il dit... Enfin bon, apparemment, il se penche pas souvent sur ce genre de choses si c'est pas le nom correct des différentes bactéries. Donc je disais, ça pourrait être plus grave, hein, ça pourrait être d'autres vidéos comme celle que j'avais vue où il disait que le McDo, les repas McDo, c'était très intéressant, et il justifiait ça en disant, en parlant des macronutriments, il y a tant de graisse, il y a tant de protéines, il y a tant de sucre. Bon, faudra que je fasse une vidéo là-dessus, mais ça c'est une belle pirouette des industriels, hein, de vous faire regarder les macronutriments plutôt que les nutriments dans ce qu'ils vous vendent. Voilà, à partir du moment où vous regardez les macronutriments, vous pouvez faire croire n'importe quoi. Vous pouvez faire croire que le McDo, c'est bon pour la santé. Bon, voilà, c'était la dernière vidéo pour cette petite vidéo réaction. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à m'envoyer des petites vidéos si vous voulez que j'en commente pour continuer ce petit format-là. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut!